Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur ITV dans l'actualité du lundi. Des chiffres sur la pêche au Sénégal. Plus de 600 personnes travaillent dans le secteur et malgré les efforts, la pêche sénégalaise a encore un énorme gap à combler. Selon le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, le Sénégal a perdu en 2012 3,2% de son PIB à cause de la pêche illicite. Et dans cette édition, fenêtre ouverte sur le secteur et les nombreuses difficultés. Depuis Paris, le Sénégal étale ses ambitions pour le secteur du tourisme. Notre pays souhaite atteindre 3 millions de touristes d'ici 2022. Nous parlerons du Forum de Paris sur la promotion touristique et les transports aériens. Ousmane Sonko décline le pacte de paix proposé par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Le leader du PASTEF estime que cette charte de non-violence ne respecte pas toutes les normes attendues. Dans cette édition, vous entendrez les Sénégalais exprimer leurs craintes sur des risques de violence préélectorale. Et enfin, du sport au football, le championnat national du Sénégal est de retour. Le derby de la banlieue entre AS Pikine et Guédiawaye FC. L'affiche choisie par la Ligue pour lancer sa saison 2021-2022. Seïkou Seydi va revenir sur toutes ces informations dans la page sport. D'abord, cette information de dernière minute, Serine Bassirou Gueye n'est plus procureur de la République. Après 7 ans à la tête du parquet, il a été démis de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature. Serine Bassirou Gueye était au cœur de grandes affaires politico-judiciaires telles que le dossier Khalifa Aboubacar Sall ou encore l'affaire Ousmane Sonko. Il est donc remplacé par le magistrat Amadou Diouf. A noté également le retour de Ousmane Diagne, l'ancien procureur de la République, a été nommé procureur général lors du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous parlons de la pêche au Sénégal, des chiffres annoncés dans les titres. Le secteur emploie environ 600 000 personnes selon le PRCM, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. L'organisation révèle également que les nombreuses contraintes sont à l'origine de pertes énormes pour le Sénégal. En 2012, par exemple, nous avons perdu 300 millions de dollars, soit 3,2% du PIB, le produit intérieur brut, à cause notamment de la pêche illicite et non réglementée. La réflexion se poursuit du côté du PRCM. Selon l'organisation, il faut donner les outils nécessaires aux différents acteurs du milieu de la pêche pour ainsi instaurer une meilleure gestion. Et nous allons là-dessus écouter Dr Khady Diouf, membre du PRCM. La gouvernance des pêches de façon générale est dans une situation, on va dire, alarmante. C'est une gouvernance qui n'est pas effective parce que justement les conditions qui doivent permettre d'aller vers cette gouvernance, cette bonne gouvernance des pêcheries ne sont pas là. Et parmi ces conditions, il y a les capacités, enfin disons les conditions juridiques et institutionnelles qu'il faut renforcer. Il y a aussi tout ce qui est cadre de concertation pour appliquer le dialogue politique, donc qui sont là mais qui ne sont pas efficaces parce que justement il y a les capacités qu'il faut renforcer à tous les niveaux pour pouvoir permettre à ces cadres-là de mieux fonctionner. Nous avons aussi au niveau un autre élément qui est extrêmement important, c'est les connaissances. Donc en matière de recherche, vous savez qu'on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne connaît pas et donc pour pouvoir avoir une maîtrise en tout cas du potentiel exploitable et de tous les facteurs qui doivent entrer en jeu pour pouvoir mener une gestion durable des ressources halieutiques, il faut des données et des données scientifiques. Et donc ça veut dire que nous devons renforcer nos chercheurs, mais aussi il faut capaciter les acteurs parce que de telle sorte qu'ils puissent aussi produire leurs propres données. Donc c'est ce qu'on appelle les données, les connaissances locales qu'il faut confirmer ou infirmer. En tout cas, il faut les valoriser dans ce processus de prise de décision.
Surveiller les côtes sénégalaises nécessite des moyens et c'est d'ailleurs l'argument souvent avancé par les autorités en charge de ces questions. Des spécialistes prônent alors l'usage d'outils technologiques de pointe. Pape Madjara Tessar avec Augustin Mondan. Surveiller les 718 km de littoral du Sénégal est une tâche quasi impossible selon les autorités. Ces dernières ont cependant quelques mécanismes de surveillance pour lutter contre la pêche illicite. En tenant des relations fonctionnelles avec notamment la Marine nationale, qui a acquis ces dernières années des patrouilleurs très performants, qui ont augmenté le temps de présence de ces patrouilleurs-là en mer. Et également, nous avons des senseurs. Donc, il y a un senseur qu'on appelle le VMS, Vessel Monitoring System. Donc, c'est un outil de géolocalisation des navires. Et dans la réglementation sénégalaise, donc c'est obligatoire pour tout navire donc, de disposer de cette balise-là avant d'opérer pour des activités de pêche. Les acteurs de la pêche artisanale sont aussi impliqués dans le cadre d'une surveillance participative. C'est une grande communauté avec une flotte assez fournie, 20 000, un parc plutôt assez fourni, 20 000 unités, donc réparties le long du littoral. Il faut quand même une forte implication des acteurs, c'est notre conviction, raison pour laquelle depuis plus de 10 ans, nous sommes en train de développer cette surveillance participative-là. Pour plus d'efficacité, des technologies de pointe peuvent aussi être utilisées. C'est la proposition de Global Fishing Watch. Nous pouvons à partir donc des moyens satellitaires donner une situation des navires qui sont là et dire ce qu'ils font. Ils l'ont fait pendant combien de temps? Et qu'est-ce que nous utilisons pour faire cela? Nous utilisons les technologies avec des algorithmes et l'intelligence artificielle qui permettent de faire la différence entre un bateau qui est en transit et un bateau qui pêche. Chaque année, le Sénégal enregistre des pertes financières énormes à cause de la pêche illicite, d'où la nécessité de trouver des solutions pour sauver ce secteur qui est à l'agonie. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la pêche dont on parle et qui a été célébrée hier, des travailleurs de la mer se sont donné rendez-vous à Thiaroye. Pratiquement les mêmes revendications, l'arrêt des licences de pêche, la fermeture des usines de farine de poisson ou encore la révision des accords de pêche. Le compte rendu est signé Mamadou Lamine Fati. Une journée mondiale de la pêche célébrée dans un contexte particulier, marqué par une triple crise. Une crise halieutique, une crise sociale causée par la baisse des revenus et une crise du dialogue entre les acteurs de la pêche. Une crise halieutique à cause de la rage de la poisson, poussant les acteurs à pêcher de plus en plus dans les pays voisins et aller plus loin en mer à la recherche du poisson, au péril de leur vie. Cette crise sociale pousse de plus en plus de jeunes pêcheurs désespérés à abandonner leurs activités et choisir la voie de l'habitation dans les conditions humainement inacceptables. Cette crise du dialogue a plongé depuis presque 2 ans le secteur dans un climat tendu et conflictuel, non propice à une gouvernance de pêche. Pour redynamiser le secteur de la pêche artisanale, les acteurs demandent à l'État du Sénégal de prendre des mesures. C'est à la ressource est difficile pour les femmes. D'un. L'autre aspect, c'est le problème de manque de financement parce qu'il y avait la forte concurrence entre nous et les usines par terre. Et les usines même de farine de poisson. L'autre problème qui nous handicape et qui tend même la disparition de notre métier, c'est les usines de farine de poisson. Ce qu'on demande, c'est d'arrêter ces usines de farine et d'huile de poisson, mais aussi de mieux travailler à ce que l'exploitation au niveau de la mer soit durable, en supprimant tout simplement les licences de pêche qui sont actuellement données, mais aussi d'arrêter les accords de pêche qui sont actuellement en cours au Sénégal. À l'instar de la communauté de la pêche du monde, les professionnels de la pêche au Sénégal ont célébré la journée mondiale de la pêche. Une occasion pour ces acteurs de poser leurs doléances.
Tout comme la pêche, l'élevage constitue un levier pour atteindre la sécurité alimentaire. Le Sénégal a donc reçu un important troupeau de génisses laitières. Une hausse dans la production de lait est attendue dans les jours à venir. Plus de 20 000 litres par vache et par jour. Les détails, c'est avec Alun Sow. 1250 génisses. Tel est le nombre de génisses laitières reçues. Une réception dans un contexte de forte demande en lait. Une production en moyenne estimée à 20 000 litres par jour. Vous avez des animaux qui vont vous produire pas moins de 20 à 25 litres par jour. Donc si vous multipliez par le nombre d'animaux, vous verrez un peu ce que ça fait. Et ça, si vous le multipliez par le prix du litre de lait, vous verrez un peu l'impact que ça va avoir. Une production qui va couvrir les besoins de la population, mais il faut un accompagnement et la création d'emplois. Et au-delà de cette production, il faut voir tous les emplois sont créés. Le lait là, il faut le traire. Le lait là, il faut le tracter. Les animaux là, il faut les alimenter et les aliments, le fourrage, tout ça, c'est des emplois qui sont créés. Réceptionnés au pôle autonome de Dakar, les animaux composés de génisses laitières et de chèvres de races différentes vont être acheminés à la ferme de Niag. Intéressons-nous maintenant à d'autres secteurs tout aussi porteurs de développement, le tourisme et les transports aériens. Nous prenons justement le vol pour Paris. La capitale française accueille un forum de promotion touristique et des transports aériens. Le Sénégal y participe et table sur un objectif de 3 millions de touristes par an. Abdoulatif Diop. Attirer 3 millions de touristes au Sénégal est l'objectif du ministère du Tourisme et des Transports aériens pour l'année 2022. Le vœu a été formulé ce lundi à Paris par le ministre Alioune Sarr qui participe à des journées de promotion du tourisme et des transports aériens. Alioune Sarr et la direction de l'aéroport international Blaise Diagne ont rencontré une cinquantaine d'entreprises françaises qui cherchent à investir dans le secteur touristique à Cap Skirring et sur la petite côte sénégalaise. Le Sénégal a profité de cette occasion pour présenter son plan stratégique de développement du tourisme et du hub aérien. Un statut spécial pour les entreprises touristiques a été dévoilé, allant jusqu'à l'exonération des taxes et la souplesse des formalités d'acquisition. Après avoir injecté près de 75 milliards dans le secteur à cause de la pandémie de Covid-19, le Sénégal espère des retombées économiques de 569 milliards de francs CFA au sortir de ce forum d'affaires pour des projets touristiques et des hubs aériens. L'agence de promotion touristique va continuer la promotion de la destination Sénégal à travers d'autres rencontres à Lyon et à Marseille. Et la note politique de cette édition sur le refus d'Ousmane Sonko de signer la charte de non-violence élaborée par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Le leader du PASTEF évoque des incohérences dans la démarche du QDIS. Son parti défend alors une posture de résistance au moment où le camp au pouvoir déplore une attitude immature. Au milieu, il y a les Sénégalais qui sont de plus en plus inquiets du discours politique actuel. Les élections locales approchent à grands pas. Ils craignent alors des scènes de violence. Voyez ce reportage de Seynabou Babou sur des images de Cisignan. Ils suivent avec intérêt l'actualité. Une actualité marquée par des discours de certains hommes politiques, des propos et comportements qui incitent à la violence de leur point de vue. À quelques mois des élections locales, Mohamed Chimer charge les hommes politiques et appelle les populations à plus de vigilance. Le comportement des politiciens ne me rassure guère. C'est aux populations de se réveiller et de ne plus accepter qu'on les utilise. Ils nous appellent à la violence. Refusons. Beaucoup ont perdu la vie lors des événements de mars dernier. C'est nous qui avons le plus à perdre dans ces histoires d'élections. Cher, pour sa part, estime que c'est à l'État de préserver la paix. Bon, parce que dans les discours de en guerre. Tous les discours appellent à la guerre. Mais si l'État prend très tôt ses responsabilités, il n'y aura rien à craindre. Que chacun arrête de tirer de son côté pour que la paix puisse régner.
bu pouvoir bi najee affaire bi rek wallahi pouvoir kii du am dara du fi am benn problème du fi am gars yi daañu voté ci gagné ñu ëllëg sa ñu feete ko mu jeex tàkk. Ce septuagénaire s'inquiète. Il prodigue des conseils au pouvoir et à l'opposition. ah ba ñu tiit fi mu ne kenn toogul sa saw parce que ñun xamuñu lii ni ñuy wax ak ni ñuy defee. Je suis inquiète. Nous ne connaissons pas cela. Le discours et comportement nous font peur. Au temps de Senghor, il n'y avait pas cette violence. En tout cas, je leur conseille d'adopter une bonne démarche pour les élections et de laisser tout entre les mains du bon Dieu. À 2 mois des élections, le ton monte d'un cran. Le pouvoir ainsi que l'opposition, chacun tire de son côté. Certains Dakarois s'inquiètent et demandent aux politiciens de préserver la stabilité du pays. Merci beaucoup, Seynabou. Nous allons maintenant parler de l'administration 2.0 puisque le monde se digitalise de plus en plus. Le ministère de l'économie numérique et des télécommunications a ouvert une session de formation en transformation digitale. Elle est consacrée aux acteurs de l'administration afin qu'ils puissent garantir une offre de services de qualité aux usagers. Le sujet est signé Pape Babacar Ndour. La digitalisation de l'administration passe nécessairement par une compréhension des outils par les acteurs. C'est tout l'intérêt de cette session de formation organisée par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Il faut comprendre que mettre des infrastructures, c'est très bien, mais il faut y mettre du contenu. À tout le moins, ce sont les autres qui viendront mettre le contenu. Et cet atelier-là rentre dans ce processus-là, en facilitant et en mettant à la disposition des agents de l'administration les outils numériques et une compréhension de ces outils numériques-là pour qu'ils puissent véritablement rendre des services performants aux citoyens. Le programme des Nations Unies pour le développement a financé le projet estimé à plus d'1,745 milliard de nos francs. Pour le PNUD, la digitalisation des contenus de l'État renforce l'attractivité économique et la bonne gouvernance, d'où la nécessité d'une approche globale de la stratégie. Numériser, c'est créer de l'attractivité en termes d'investissement, c'est créer de la transparence, c'est créer également de la redevabilité vis-à-vis à la fois des donateurs, mais aussi, comme nous espérons ici au Sénégal, également aux citoyens. Du 22 au 25 novembre, les acteurs de l'État vont bénéficier d'une mise à niveau sur les enjeux de la transformation digitale, un atelier de formation en harmonie avec la stratégie Sénégal numérique 2025. Et dans le reste de l'actualité, malgré tous les efforts qu'ils fournissent en longueur de journée, les exposants et artisans du Canal 4 traversent des situations difficiles à cause notamment d'une concurrence. Ces Sénégalais disent préférer parfois préférer des meubles venant de l'extérieur. Je vous propose de suivre ce reportage de Moussa Mané. La concurrence est la principale difficulté auxquelles sont confrontés les exposants et artisans du Canal 4. Malgré la qualité des meubles qu'ils réalisent et exposent en longueur de journée, les Sénégalais s'intéressent toujours aux meubles importés. Bon, en tant qu'artisan, trop. Honnêtement, pour dire vrai, parce que... En tant qu'artisans, nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous réalisons des meubles de qualité, mais les Sénégalais ne les voient pas à cause des meubles importés. À cause de ces mêmes meubles venant du Maroc, aujourd'hui, les vendeurs ont carrément cassé les prix. Au lieu de 300 000, ils vendent cela à 150 000 francs CFA. Et si on a un bagage, 300 000, on peut à 180 000. Ce budget affirme que les Sénégalais commencent maintenant à s'intéresser petit à petit à leurs produits. Les Sénégalais ne comprenaient pas auparavant, c'est pourquoi beaucoup préféraient acheter des meubles importés. Mais maintenant, nous avons changé notre façon de travailler et vraiment, de nos jours, ils viennent petit à petit. Le coordonnateur du mouvement des artisans exposants du Canal 4 invite leur ministre tutelle à être plus présent sur le terrain. Bon, notre ministre de tutelle, même moi, je ne le connais pas, franchement parler. Je ne le connais pas, franchement parler. Si on te donne un poste, bon, tu dois descendre sur le terrain,
aller voir les artisans, demander qu'est-ce qui se passe, vous voulez quoi, on vous accompagne, tout ça. Mais franchement parle, moi je ne connais pas le ministre de notre tutelle. Non, je ne l'ai jamais vu ici, franchement parle. En dépit des difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, ils bénéficient néanmoins du soutien des autorités municipales qui ne manquent pas de leur venir en aide. La page des sports avec Seiko Seizi. Toutes mes excuses tout à l'heure, j'ai un peu écorché votre nom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adam Anouchka. Et nous démarrons avec du football. Le championnat national du Sénégal a démarré ce week-end. C'est bien cela. Cette rencontre a été au menu pour cette première journée du championnat national. 13 buts ont été inscrits. Retenez bien ces noms. Valère Bassène et Ngagne Fall ont inscrit chacun un doublé. Le champion en titre Tenguet FC, Génération Foot Djambar ou encore le premier Linguère de Saint-Louis se sont illustrés. Le film de cette première journée avec Pape Malick Diaw. La saison 2021-2022 de football est lancée et la première journée a déjà donné son verdict. Une saison qui a démarré avec un derby de la banlieue qui a mis aux prises Pikine et Guédiawaye répondant aux attentes en termes de jeu et de spectacle. En effet, exactement 4318 spectateurs étaient présents au stade Alassane Djigo, mais le score du match était nul et vierge. Et pour les 6 autres rencontres qui ont eu lieu le lendemain dimanche, le champion au titre s'est illustré d'entrée grâce à un doublé de Paul Valère devant l'AS Douane au stade Ibrahima Boye. Djambar, de son côté, a laminé les Lougatois de Nyambour, 3-0. Les Grenades de Génération Foot ont eux aussi démarré fort avec une victoire importante sur le Giraffe grâce à un doublé de Ngagne Fall. L'autre promu, la Linguère de Saint-Louis, s'est défait facilement de Mbour Petite Côte 2-0 et l'US Gorée, qui s'est maintenu de justesse la saison dernière, a été tenu en échec sur sa pelouse par Ceneps Excellence de Jess, un but partout. Et enfin, le Casa Sport reste sur son cauchemar de la saison dernière avec cette même difficulté à faire la différence devant ses supporters. L'équipe d'Ansou Yadiou a été accrochée un but partout par Dakar Sacré-Cœur. Au total, pour cette première journée en Ligue 1, 13 buts ont été marqués et on peut surtout retenir Kormi Djaraf, Pikine et Guédiawaye. Les grosses écuries ont assuré les 3 points lors de cette première journée. Au niveau du classement, Djambar est à la tête, suivi de près par Tenguet FC, Linguère et Génération Foot. Avec leurs points du nul, des clubs comme Dakar Sacré-Cœur, Casa Sport, US Gorée et Guédiawaye FC se retrouvent en milieu de tableau et sont déjà dans la zone rouge, Mbour Petite Côte et Nyambour. Des résultats satisfaisants par Malick Diaw en Ligue 1, selon Babacar Faye, qui regrette les innombrables matchs nuls en Ligue 2. Le journal sportif est aussi séduit par la présence du public dans les stades. Il souhaite pas que cela soit en effet du feu de paille. Babacar Faye est au micro de Mamadou Dia. Pour la Ligue 1, le début est assez rassurant. Ce qu'on a vu en termes de spectacle, en termes d'organisation et en termes de prestations des différentes équipes, on a pu constater que, par exemple, il y a quand même eu, il me semble, 13 buts en 7 matchs. Il n'y a qu'un seul match où il n'y a pas eu de but, c'était le match entre Guédiawaye et Pikine, et c'était pas faute de spectacle. Si on fait une petite comparaison par rapport à la Ligue 1, je pense que sur les premiers matchs, on a eu beaucoup de 0-0. Sur les 2 autres matchs où il y a des buts, c'est un seul but par match. Dans Dembo Diop et Amitié pour FC. Je pense qu'il faut que les entraîneurs jouent un peu plus vers l'avant, essaient également de porter leurs équipes à chercher la victoire. On a vu l'AS Pikine qui a apporté une nouvelle touche pour, même si c'est accessoire, on va dire, mais c'est quand même très bien. On a vu Tenguet FC avec le lancement de sa boutique de maillots. On a vu Snaps FC qui a lancé également une forme d'abonnement pour les matchs à domicile. C'est tout un ensemble de petits points qui font que, associés ensemble, on peut arriver à quelque chose de grand. Et en Ligue 2, Seiko Seizi, Stade de Mbour et US Ouakam se retrouvent en championnat après
le drame de Demba Diop en 2017. Ce sont les stadistes qui l'emportent 2-1 à Fodé Wade. La dernière confrontation entre ces deux équipes date de 2017. 8 personnes avaient perdu la vie lors de la finale de Coupe de la Ligue qui opposait les deux équipes qui étaient à l'époque en première division, aujourd'hui toutes reléguées en division inférieure. Dans les autres rencontres, retenez bien donc cette victoire de Amitié FC devant Port de Dakar, 1-0, match nul, 0 but partout entre Oslo, le promu, et Cœur Major, et puis nul vierge entre NGB, relégué depuis la défunte saison face à Diamono de Fatick, Stade de Mbour qui a battu aujourd'hui US Ouakam, et puis la victoire de Renaissance de Dakar devant Sonacos, 2-1. Walidan qui est le promu de la Ligue 2 qui a battu Demba Diop FC 1-0 à Damanouchka. Tour d'Europe des Lions à présent. En France, Crépin marque enfin en championnat, mais ce Blaise Opanguette revient en force avec un doublé. En Angleterre, Sadio Mané marque encore face à Arsenal, de même qu'Ismaël Sarr face à Manchester United. En Espagne, c'est Amadou Loumniaï qui enchaîne les titularisations du côté d'Alves. Keita Diaobandé sort en chef-d'œuvre face à Sassuolo. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cheikh Diop. En France, pour débuter, Crépin Diatta ouvre son contre-but en championnat, mais sort sur blessure face à Lille. Absent des terrains depuis plusieurs mois, Opanguette a marqué un doublé pour offrir à Metz un nul 3 buts partout face à Bordeaux. L'AS Saint-Etienne bat 3-1 mais a noté la première apparition de El Hadji Dieye et l'entrée de Hassan Doussi. Au Parc des Princes, PSG avec Ghana et Abdoul Diallo s'impose devant Nantes 3-1. Rennes de Alfred Gomis bat Montpellier 2-0. En Ligue 2, Moustapha Nam a délivré une passe décisive pour le seul but de la rencontre entre Paris FC et Caen. Premier League ensuite, Liverpool a triomphé devant Arsenal 4-0 avec une ouverture du score signée Sadio Mané. 4-1, c'est le score que Watford a infligé à Manchester United avec un pion de Ismaël Sarr après avoir manqué un penalty face à David De Gea. Avec Cheikhou Kouyaté toujours au milieu, Crystal Palace est rentré de Burnley avec un nul 3 buts partout. Chelsea poursuit sa bonne lancée en atomisant Leicester 3-0 grâce à un énorme Edouard Mendy, auteur de plusieurs arrêts décisifs. De retour de blessure, Keita Diaobaldé n'a pas attendu longtemps pour s'illustrer. Il est auteur d'une superbe retournée acrobatique avec Cagliari pour un nul 2 buts partout devant Sassuolo. En Espagne, Amadou Loumdiaye était titulaire avec Deportivo Alaves qui est entré avec un nul de Ramon Sanchez-Pizjuan face à Séville. Grâce à Pape Abou Cissé titulaire, l'Olympiakos est allé s'imposer sur la pelouse de l'AEK Athènes 3-2. Terminons en Turquie où c'est grâce au but de Sénégalais Famara Diédhiou et Babacar Khouma qu'Alanya Sport s'est imposé devant Besiktas 2-0. Merci beaucoup, cher Diop. Et nous changeons de discipline basketball. Le tournoi de montée en D1. Les promus connus ce soir, Saïko. GBA, Guédiawaye Basket Academy, club accède en première division après sa victoire 67-43 devant US EPT. L'autre demi-finale oppose à l'instant même Flying Star à Pékin Basket Club. L'équipe de Padoua, Flying Star, mène 47-29. Nous jouons le dernier quart-temps. Il reste 7 minutes à jouer. Nous connaîtrons donc la seconde équipe qui accompagnera donc GBA. En première division, la finale est prévue demain. Ce sont donc les deux équipes vainqueurs des matchs des demi-finales qui vont s'affronter, sachant déjà qu'elles sont promues en première division. Adam Anouchkaba, ça n'est tout pour la qualité sportive. Merci beaucoup, Saïko Sezi, pour toutes ces actualités des sports. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. C'est donc la fin. Merci à l'ensemble des équipes en régie. On se retrouve demain pour notre 19h45.